La culture Google, on te fait confiance très tôt et on te laisse carte blanche. Dublin, je me suis rendu compte sur place que c'était la Silicon Valley de la tech en Europe. Tout est fait pour que tu restes. Si tu es là et que tu sais exactement ce que tu viens chercher pour ta prochaine évolution et que tu mets en place les actions pour y parvenir, tu seras encore plus motivé dans ton travail. Est-ce qu'il y a une manière de travailler que tu as appris chez Google ? Pense x10. Chez Google, tu fais 9h, 18h. Si tu pars tard du travail, c'est que tu sais pas bien faire ton travail. Au cours de mon évolution, j'ai passé 17 ou 18 entretiens chez Google. Savoir se vendre, quel que soit ton âge, c'est un état d'esprit, une compétence qui se muscle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode chez la Jobsetteuse. Ici, on explore les parcours inspirants des personnes qui façonnent le monde du travail de demain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hugo. Salut Hugo, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. On s'est rencontrés il y a quelques mois et tu es une pépite que je suis sur le réseau depuis un petit moment qui parle de tech. Et donc aujourd'hui, l'idée, ça va être de récolter beaucoup de tips, beaucoup de conseils actionnables pour faire carrière dans la tech et donc faire partie du top 1%. Alors, sans plus tarder, donc Hugo, déjà, comment vas-tu ? Je t'ai pas demandé. Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Très content d'être là dans ces beaux studios. Hâte de voir la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Excellent. D'habitude, tu es plutôt derrière le micro. Exactement, d'habitude, je suis à ta place. Du coup, c'est assez marrant d'être de ce côté-là. Ok, cool. Parce que tu as pas mal de choses à nous dire. J'en suis convaincue. Donc, sans plus tarder, est-ce que tu peux donc te présenter et nous dire qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors moi, je suis un entrepreneur, un créateur de contenu et un coach carrière après avoir travaillé 7 ans chez Google. Donc pour la faire simple, je suis le fondateur de Tech Invaders, qui est un centre de préparation aux entretiens et aux candidatures dans les plus grandes entreprises de la tech. Et mes élèves ont l'ambition d'intégrer les Google, Microsoft, Amazon, Salesforce, HubSpot, LinkedIn, on peut tous les nommer. Et moi, je les aide à y arriver, en fait. Donc c'est un projet qui me passionne, qui me suit depuis pas mal d'années et que j'ai découvert pendant ma carrière chez Google. J'ai trouvé ma passion dans le coaching, j'ai trouvé ma passion dans le fait de rendre le savoir et rendre la connaissance et rendre surtout cet univers qui fait rêver et qui inspire beaucoup de monde accessible au plus grand nombre. Et aujourd'hui, je suis très fier d'avoir lancé une dizaine de promotions, d'avoir accompagné 250 personnes et l'aventure continue. Elle ne fait que commencer. Très belle intro. Et donc, moi, j'aimerais savoir, tu as toujours su que tu voulais bosser dans la tech et en particulier chez Google ? Pas du tout. Moi, j'ai fait des études assez généralistes en ne sachant pas ce que je voulais faire après avoir obtenu mon bac. Je me suis orienté dans des études de management et de gestion de l'entreprise à Bruxelles. Bruxelles parce que je voulais aller dans une ville assez grande, je viens du Nord-Est. Je viens pas d'une capitale. Et j'avais pas forcément envie de Paris, ça me faisait un peu peur à l'époque. Okay. Et je trouvais que Bruxelles, c'était une belle taille intermédiaire. Ma sœur y était déjà un petit peu, donc ça m'a ouvert la voie. Okay. Et un centre quand même assez développé international. Ce qui m'a ouvert beaucoup de portes sur justement les langues, l'étranger. Ça m'a permis d'aller faire des échanges à l'étranger et de découvrir de l'ambition autour de moi. Et c'est cette ambition-là qui m'a amené à viser des carrières. Encore une fois, pas du tout dans la tech, au début plutôt vers le conseil et le consulting en stratégie dans des grands cabinets, parce que c'était ce que tout le monde faisait. C'était la voie qui avait l'air d'être la voie royale. Et je me suis rendu compte que j'avais du mal à trouver un job en sortie d'études. Je me faisais ghoster par plusieurs entreprises. J'arrivais quand même à accéder à des entretiens chez McKinsey ou Bain & Company, qui sont des très grands cabinets, mais je décrochais jamais l'offre. Et le déclic s'est fait à ma remise de diplôme, où j'ai croisé un collègue, un pote de promo, qui lui venait de décrocher son job chez Google. Et là, moi, ça a été un vrai déclic, en fait. Je me suis dit, mais waouh, déjà, j'y avais jamais pensé, à me dire que c'était possible et accessible. Et surtout, je le connaissais, on avait travaillé ensemble sur des projets, et je savais que c'était quelqu'un de très smart mais c'était pas non plus un génie, c'était pas quelqu'un qui était en dehors de ma ligue, on va dire. Et donc je me suis dit, tu faisais partie du top promo, c'est ce que tu veux dire. Voilà, c'était pas le meilleur élève de la classe, quoi. D'accord. S'il me reconnaît, il va pas le prendre mal, mais en tout cas, je me suis dit à ce moment-là, si lui il l'a fait, moi je peux le faire. Okay. Et cette phrase, elle a changé toute ma vie, et elle m'a suivi pendant toutes mes décisions
d'orientation et de choix et d'évolution jusqu'à aujourd'hui, être créateur de contenu devant 100 000 personnes qui me suivent à travers les différents réseaux. Si jamais j'avais pas vu quelqu'un qui l'avait fait avant moi, je l'aurais sûrement jamais fait en fait. Et du coup, moi, j'aimerais juste rebondir sur un point que tu as mentionné. C'est le fait d'avoir été justement dans cet environnement-là très international, etc. et qui t'a finalement exposé à de grandes choses. Voilà. Quel a été un des événements déclencheurs en fait? Parce que est-ce qu'il y a eu des gens que tu as rencontrés qui étaient très fortunés? Voilà. Qu'est-ce qui a vraiment déclenché ça? À quoi tu fais référence? Alors, il y a un élément déclencheur, vraiment. Moi, j'ai choisi une école à Bruxelles. À Bruxelles, c'est un modèle universitaire. Ça s'appelle l'ICHEC, ICHEC, l'Institut catholique des grandes études commerciales. Le modèle universitaire fait que tu ne payes pas une business school à des prix exorbitants. Tu payes ta scolarité universitaire, donc c'est entre 800 et 1000 euros par an. Et donc, tout se fait sur vraiment la sélection aux examens. C'est très exigeant. Je me suis pris un peu des claques sur les examens en arrivant en première année, en pensant que j'allais réussir en travaillant moyennement. Et en fait, non, à partir de la première claque de la première année, j'ai vraiment accéléré en termes de montée en compétences. Et j'ai obtenu du coup des très bonnes notes et des grandes distinctions du jury, etc. Mais j'ai choisi une école principalement parce qu'elle avait deux choses. Elle était très orientée à l'international avec des partenariats aux États-Unis, etc. et dans d'autres pays. Et surtout, elle proposait un voyage humanitaire en Inde. Ok. Et je trouvais ça génial de proposer dans des études plutôt business et commerce un voyage en Inde au milieu du développement d'un pays en extrême pauvreté pour contribuer un peu à une cause plus grande que la nôtre. Et c'est dans ce voyage où j'ai été avec un groupe de personnes que je connaissais pas. J'ai choisi de pas aller avec mes potes, mais d'aller avec des inconnus. Ok. Et dans ces inconnus, j'ai rencontré des personnes très inspirantes qui mettaient la barre très haute pour elles-mêmes, tant dans leurs études que dans leurs choix. Il y avait des profils, on était tous en études, mais qui avaient déjà monté des projets, qui avaient un mindset un peu entrepreneurial. Ils m'ont tiré vers le haut. Ces personnes venaient d'un milieu où ils avaient beaucoup d'argent aussi, ou pas forcément? Pas forcément. Okay. L'argent, c'était pas forcément le critère. Entrepreneur, je veux dire parents entrepreneurs aussi à succès ou... Un peu, un peu pour certains et pas du tout pour d'autres. Okay. Il y avait des parents qui avaient un background entrepreneur et d'autres qui avaient un background plutôt corporate. On va dire. Ok. Je fais beaucoup d'anglicismes. I'm sorry about that. Moi, j'aime bien les anglicismes, mais c'est vrai que tout le monde n'aime pas trop. Mais vas-y. Mais du coup, typiquement, c'est grâce à eux que j'ai découvert un programme pour le master qui s'appelle le SEMS, qui est un programme très renommé, qui est un double diplôme en management international. Et c'est ce programme-là qui m'a exposé, encore une fois, à des profils très ambitieux autour de moi, parce qu'il n'y avait que 30 personnes qui étaient sélectionnées en Belgique, 30 personnes en France à HEC, 30 personnes à Londres à LSI, etc., dans une trentaine d'écoles. Et grâce à ce programme, j'ai fait des échanges à Singapour et en République tchèque, où on était pareil dans une petite promo, et chaque personne de la promotion venait d'un pays différent. Ok. Et donc, à partir du moment où j'ai été entouré de profils qui avaient de l'ambition, ça met l'ambition, ça rend l'ambition normale, en fait. Et malgré tout ça, je pensais jamais un jour pouvoir postuler chez Google. C'est-à-dire que je pensais pas que ça allait être accessible, mais quand même, j'avais du coup les ambitions d'aller dans les plus grands cabinets de conseil. Excellent, excellent. Donc, on revient donc à cette période où tu postules, t'as pas de retour, tu rencontres cette personne qui, en fait, n'est pas si intelligent, qui, au final... C'est pas ce que j'ai dit. Qui non, un bon élève. Qui, en fait, voilà, n'avait rien de plus finalement que toi et qui a réussi à rejoindre... Google. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement à ce moment? À ce moment-là, je me prends une énorme claque parce que je me dis, moi là, je me mets en costard, cravate, très serré, chemise pour aller faire des entretiens où je sens que je suis pas moi-même. Et lui, il signe dans un job où il est t-shirt, basket, avec des missions hyper inspirantes, où il accompagne des entreprises à croître avec de la technologie. Google Ads, c'est les publicités de Google, où en fait, je me rends compte qu'il fait du conseil pour des entreprises, mais en étant au cœur de la tech. Et en ayant des très bons salaires, et en étant dans des conditions salariales exceptionnelles. Et donc moi, je me dis, je vais essayer. Je jette une bouteille à la mer. J'ai aucune raison de ne pas essayer. Bien sûr. Ça peut ne pas prendre, mais en tout cas, je vais essayer et je vais m'y mettre à fond. Et du coup, il m'a coaché. Il a revu mon CV, comme lui, il avait été coaché. Okay. Il a revu mon CV. Les CV dans la tech, ils sont très exigeants parce qu'il y a beaucoup de candidatures, donc il faut mettre des chiffres, il faut valoriser son impact. Il m'a expliqué ce que son job était.
Ok. C'est mission, parce qu'en vrai, j'avais aucune idée concrète de ce que c'était. Et il m'a expliqué les entretiens, comment s'y préparer, etc. Et 4-5 mois plus tard, je recevais mon offre chez Google, ce qui était complètement fou, et je me souviendrai toute ma vie du jour où j'ai reçu la confirmation. Donc, on va revenir un peu plus en détail justement sur l'aspect candidature chez Google, parce que ça a l'air d'être un vrai sujet à creuser et moins évident qu'il ne paraît. Mais du coup, j'aimerais comprendre. Donc, finalement, tu rejoins donc Google à Dublin. Pourquoi Dublin ? Pourquoi Dublin ? Parce que c'est le siège Europe, Moyen-Orient et Afrique des opérations de Google. Et tu avais envie d'aller, justement ? Pas forcément. Ok. Dublin, ça m'attirait pas plus que ça, je ne connaissais pas. Ok. Mais j'y allais pour Google, j'y allais pour ma carrière. Et en fait, je me suis rendu compte sur place que c'était la Silicon Valley de la tech en Europe, parce que incroyable. Microsoft a son siège là-bas, Facebook, donc Meta, a son siège là-bas, Pinterest, TikTok, enfin toutes les entreprises de la tech ont leur siège là-bas pour servir le marché Europe, Moyen-Orient et Afrique. Est-ce que tu as pu cerner les différences entre justement, voilà, bien évidemment, tu n'as pas bossé dans les autres hubs de la tech, mais entre typiquement bosser chez Google à Dublin, bosser chez Google à la Silicon Valley, bosser chez Google, je dis n'importe quoi, à Paris en fait. Ouais, alors moi j'ai fait 6 ans à Dublin et 1 an au bureau de Paris, donc j'ai vu les différences. J'ai même évolué entre Google Ads et Google Cloud, qui sont 2 grandes organisations différentes, une très mature et une qui était très récente à l'époque, où du coup même au sein de ces organisations il y a une énorme différence de culture. Mais globalement, la culture Google, c'est la culture de l'ambition, de l'innovation. On te fait confiance très tôt. Okay. Et ce point de on te fait confiance très tôt, c'est ce qui crée des talents, parce qu'on te dit à 23 ans, 24 ans d'aller challenger des dirigeants d'entreprise, d'être responsable de gros budgets d'investissement, et on te laisse carte blanche. C'est-à-dire qu'on te forme et on te dit vas-y. Et moi qui sortais d'études, au début, énorme syndrome de l'imposteur en me disant mais est-ce que je vais réellement y arriver ? Et en fait, en te donnant cette confiance, tu oses y croire pour toi-même et tu te développes des compétences très fortes. Et du coup, pour répondre à ta question, j'y ai pas répondu, mais la culture va être différente évidemment par pays. Okay. À Dublin, c'est le siège, ça ressemble beaucoup au campus à l'américaine. Il y a 8 ou 9 000 personnes qui y travaillent, 9 bâtiments, ils ont construit 3 tours à 12 étages récemment. Il y a une piscine, il y a des massages, tu peux aller chez le dentiste ou chez le médecin en réservant dans ton calendar. Y a de la nourriture, et donc tout ça, ça crée quand même une ambiance exceptionnelle de travail où tout est fait pour que tu n'aies aucun stress. Est-ce que tout n'est pas fait aussi pour que tu restes là toute ta vie ? Évidemment. Ouais. En vrai, tout est fait pour que tu sois le plus épanoui possible en tant qu'employé, donc c'est très dur d'en partir. Mais ça n'empêche pas plusieurs personnes d'évoluer. En fait, la next step après Google, c'est soit je monte dans les échelons pour aller dans des positions très seniors, soit je vais dans une entreprise concurrente pour aller chercher des salaires encore plus élevés, parce que quand on jump d'une entreprise à une autre, c'est là où on peut faire des grosses négociations. Okay. Soit je vais dans une entreprise plus petite, mais prendre directement un poste de directeur marketing ou voilà, un poste de direction dans des startups ou des scale-up. Soit c'est l'entrepreneuriat. Et moi, c'est la voie que j'ai choisie, et c'est la voie que beaucoup de mes amis qui ont rejoint Google en même temps que moi ont choisi. Les portes sont infinies. Tu peux faire après partir vers du produit, vers de la stratégie, vers de la tech pure. Les portes sont grandes ouvertes, quoi. Trop, trop bien. Et donc, il y a 2 choses que tu as dit qui m'ont marqué. La première, c'est que l'exposition, effectivement, à l'ambition, je trouve que c'est quelque chose qui est très fort. Et d'ailleurs, je voulais vraiment rebondir dessus, parce que entourez-vous de personnes qui sont ambitieuses, parce que ces personnes-là vont vous pousser vers le haut et vont vous faire élever vos niveaux, vos objectifs, en fait, le niveau de vos objectifs, le niveau de vos ambitions. Et deuxième chose, effectivement, rejoindre des boîtes dans lesquelles on est formé, où on nous fait confiance. C'est un accélérateur de carrière finalement, puisque, on le voit bien, ça donne le courage ensuite d'aller chercher d'autres choses et de continuer d'évoluer dans le monde professionnel. Mais du coup, en parlant de la méthode Google, tu as été formé à quoi précisément ? Qu'est-ce que tu as appris chez Google ? Tu parles de est-ce qu'il y a un framework, par exemple, une manière de travailler, un hack de productivité que tu as appris chez Google et Ok. Tu vois ? Tu parles une fois que j'y étais déjà, pas comment j'ai fait pour y arriver. C'est ça, okay. Exactement. Parce que là, on est maintenant à une fois sur place à Dublin. Beaucoup de choses. En fait, la formation fait partie de ta vie d'employé. Il y a de la formation en continu tout le temps. Si tu étais libre de t'inscrire aux formations que tu veux, donc tu pourrais passer ta semaine entière en formation tellement il y a de l'offre
sur place ou en visio. Il y a des programmes de 3 jours de formation pour apprendre juste à gérer ta vie et ta carrière. Parce que quand tu es chez Google, c'est pas une fin en soi. Où est-ce que tu vas, où est-ce que tu as envie d'aller, comment tu orientes ta carrière. Je pense qu'il y a un vrai framework du management de la carrière en fait chez Google. Parce que pour revenir à ton point de tout est fait pour que tu restes, si tu es là et que tu sais exactement ce que tu viens chercher dans ton job pour ta prochaine évolution et que tu mets en place les actions pour y parvenir, ben, tu seras encore plus motivé dans ton travail. Et donc avoir un manager qui tous les 6 mois te coach à dire bah, ok c'est cool, on met ton job de côté mais on voit où est-ce que tu as envie d'aller à 5 ans, même à 10 ans et on met en place les actions pour y arriver, ça te donne encore plus envie de rester parce que tu as plein de choses à apprendre et à accomplir. Des frameworks, il y en a plein. Je vais peut-être utiliser la framework. Il y a des grands principes, on va dire, chez Google. Le plus grand principe qui est lié à l'ambition, on en revient. Quand on arrive, on te dit tout le temps, pense x10. Ça veut dire quoi, ça, pense x10? Think 10x. Okay. Ça veut dire, quel que soit le sujet, quel que soit le projet, quel que soit l'objectif, multiplie-le par 10. Et vois les actions que tu vas mettre en place pour y arriver. Et tu verras qu'en multipliant tes ambitions par 10, les résultats que tu obtiendras seront beaucoup plus élevés que si tu avais juste gardé des ambitions normales. Mais est-ce que c'est pas le meilleur moyen de se cramer, ça? Alors, il y a un sujet sur le bien-être, le burn-out, évidemment, surtout dans des entreprises comme ça où ça va très vite. Tu peux te l'appliquer à toi-même, mais tu peux aussi te l'appliquer à tes clients, par exemple. Je donne juste un exemple. Si ton client il dit ben, j'aimerais bien faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine et que tu le challenges à dire ouais mais et si tu pouvais faire 10 millions, à quoi ça ressemblerait? Là tu viens le challenger dans sa propre ambition pour voir ce qui est possible. Okay. Si tu crées une application demain, est-ce que tu vises 100 000 utilisateurs ou 1 million d'utilisateurs? En fait penser x10 change totalement ta manière d'atteindre l'objectif et donne des résultats plus élevés. Pour toi-même, pour ta carrière, en effet, tu vas pas te cramer. En fait, on t'apprend aussi à gérer ton bien-être. On te donne des séances de méditation, de gestion de ton agenda, de gestion de tes emails pour pas te cramer. Mais le burn-out existe. Il y a des gens chez Google qui font des burn-out et qui partagent leur retour d'expérience en disant les gars, regardez, c'est pas parce que tout est mis en place pour éviter un burn-out que ça peut ne pas arriver. Soyez vigilants. Ça se gère son bien-être. Et donc voilà comment moi j'ai réussi et comment moi j'ai fail. Très, très, très clair. Est-ce qu'il y a d'autres frameworks que tu veux... Ouais, il y en a plein. Par exemple, quel a été le meilleur acte de productivité, typiquement? Si on décentre un petit peu. Le meilleur acte de productivité, c'est fail fast, c'est-à-dire teste. Si tu as une idée, teste-la la plus rapidement possible et échoue si elle doit échouer, plutôt que de passer trop de temps dans ta tête à la planifier, à faire en sorte que ce soit parfait. Okay. Que ce soit lancer une formation, lancer un programme, accompagner des jeunes recrues ou... lancer une initiative, on va toujours te dire ok c'est cool, teste-la juste. Teste, vois si ça fonctionne et on en reparle après avec les learnings que tu auras tirés. Ça permet de passer à l'action très rapidement. Ok. Et comment on arrive justement à trouver le juste milieu entre passer à l'action rapidement et se tromper mais pas faire des erreurs qui peuvent être graves et passer à l'action, voilà, mais en prenant quand même le temps de mesurer le risque qu'il y a derrière? Alors, plusieurs moyens, et ça m'amène à une dernière framework peut-être qu'on peut illustrer qui est un peu plus complexe que juste une phrase, une punchline comme je t'ai dit juste avant, mais la méthode du design thinking par exemple, qui est la méthode un peu d'innovation chez Google qu'on mettait en place dans nos équipes, que ce soit pour par exemple on se réunissait à la fin d'un quarter en disant bah voilà comment est-ce qu'on peut améliorer la satisfaction de nos propres employés, ou comment est-ce qu'on peut améliorer nos chiffres sur tel ou tel KPI. On se réunissait, on mettait en place la framework du design thinking qui est d'abord on comprend les utilisateurs, c'est-à-dire on pose des questions. Pour pas rater, il faut d'abord prendre de l'information, poser des questions aux utilisateurs, aux clients, aux partenaires, aux personnes qui sont les parties prenantes qui sont impliquées. Une fois qu'on a pris de l'information, on se rend compte que le problème qu'on essayait de résoudre, c'était peut-être pas le meilleur, c'était peut-être pas le plus précis, et on a compris de par nos interrogations que le problème qu'on veut résoudre, c'est plutôt celui-ci. Et une fois qu'on l'a identifié, ce problème très précis, là, on pense x10 sur la manière de le résoudre. Une fois qu'on a pensé x10 et qu'on a imaginé plein de frameworks compatibles pour y répondre, on passe très vite en phase de prototypage, parce qu'une idée, elle est bien, mais tant que c'est une idée, ça ne vaut rien. Si tu la prototypes très vite, là, tu la mets en place, tu la testes, et tu prends les learnings et tu itérates. Ça, c'est des frameworks très simples que moi, j'ai mis en place quand j'ai lancé ma boîte, par exemple. Excellent, excellent. On reviendra dessus aussi par la suite. Mais pour revenir donc sur l'aspect carrière, donc tu passes finalement 7 ans chez Google.
en commençant par un poste d'account strategist jusqu'à lead partner sales manager dans la partie Google Cloud. Est-ce que tu peux revenir justement sur l'évolution que tu as eue? Est-ce que c'est une évolution, on va dire, un peu standard? Ou est-ce que tu as eu un parcours assez exceptionnel? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus et surtout nous expliquer en quoi consistait chacun de ces postes? Donc quand j'ai commencé account strategist chez Google dans l'équipe Google Customer Solutions, mon objectif c'était d'accompagner un portefeuille de petits clients qui investissaient déjà sur les solutions publicitaires de Google, Google Ads. D'accord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand vous cherchez sur Google une paire de baskets, y a des publicités qui remontent. C'est de la publicité Google. Quand vous visionnez une vidéo pour préparer votre marathon et que vous voyez avant une pub Nike qui arrive, c'est de la publicité Google. Quand vous scrollez sur un blog de préparation à votre marathon pour avoir votre mode d'emploi de comment bien se préparer avant l'échéance, les petites bannières que vous voyez sur les côtés qui montrent des équipements liés à votre marathon que vous allez courir, c'est de la pub aussi Google, c'est de la bannière et c'est de l'image. Donc, en gros, moi, mon objectif, ça a été d'accompagner les entreprises à tirer le maximum de leur investissement. Et donc à trouver des nouveaux clients et à améliorer leur visibilité en ligne. C'était un rôle à moitié conseil et à moitié commercial. Conseil parce que l'objectif, c'était d'améliorer leur rentabilité. S'ils sont rentables, ils investiront plus. Et sales parce que du coup, il fallait vendre les solutions. Et notamment avec l'arrivée de l'IA, en 2016, c'était le moment où Google Ads s'est transformé complètement, où je devais déployer, on va dire, des nouvelles solutions sur un marché où, en 2016, c'était il y a presque 10 ans, l'IA n'était pas comme aujourd'hui. Ça faisait peur, on ne savait pas ce que c'était, tout le monde disait que c'était une black box. Et les agences qui géraient des campagnes... Qu'est-ce que c'est une black box ? Pardon, une black box, c'est une boîte noire dans laquelle on ne sait pas ce qui s'y passe. Ok. Et donc, par exemple, quand tu étais une entreprise qui déployait des campagnes publicitaires sur Google ou une agence qui accompagnait des entreprises, à l'époque, ils aimaient bien tout gérer, les enchères, Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais gérer les choses manuellement parce que c'était contrôlable. Et du jour au lendemain, on a dû leur dire, oui, mais si tu mets ça dans un algorithme où tu lui dis qu'il peut atteindre tes objectifs de rentabilité sans que tu y touches, mais de manière plus pertinente et plus impactante, ils n'osaient pas y croire, en fait. Il fallait tester, voir, et après, ils étaient convaincus. Et aujourd'hui, 100% des comptes sont alimentés via ces algorithmes. Donc voilà, mon premier poste, c'était ça. J'ai appris énormément de choses. C'était incroyable. J'avais pas l'impression de travailler pendant 3 ans. Je n'ai pas regardé une seule fois ma montre, en fait. Tellement... 3 ans ? Vraiment. Ok. Tellement tu apprends des choses. Tu es confronté à un écosystème où tes collègues t'inspirent, te tirent vers le haut. Et les discussions et les échanges que j'avais avec mes clients, ils étaient tellement intéressants que j'apprenais des choses très concrètes que j'avais jamais apprises pendant mes études. Et je me disais, mais j'ai fait quoi pendant 5 ans d'études ? Là, j'ai l'impression d'être utile. Hein. Ouais. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des millions d'entreprises qui utilisent Google Ads et j'ai jamais appris ce que c'était que cet outil avant d'arriver là. C'est vrai que très peu de gens sont exposés justement aux outils publicitaires en ligne. Enfin, en fait, on connaît la pub classique. Enfin, moi, je sais que j'ai eu cette exposition parce que du coup, dans mon passé, j'ai fait un peu d'e-commerce. Et donc, voilà, je connaissais tous les outils Facebook Ads, Google Ads, etc. Mais c'est vrai que personne connaît, à moins de baigner, en fait, de près ou de loin avec l'e-commerce, quoi. C'est un peu plus le cas maintenant, sur maintenant, des programmes un peu plus connectés, mais c'est encore très light. Les gens connaissent sans connaître, en fait. On voit du ads, mais on ne sait pas vraiment tout ce qu'il y a derrière, comment ça passe, Ok. Tout ce qu'il y a derrière, c'est des équipes en France, en Italie, en Espagne, dans tous les pays du monde, qui accompagnent des millions d'entreprises pour qu'elles obtiennent des résultats. C'est incroyable. Et donc premier poste. C'était mon premier poste. Après, deuxième poste. T'évolues rapidement parce que tous les ans ou tous les 2 ans, tu as une promotion. Et donc, sur mes 3 ans chez Google Ads, j'ai évolué vers des portefeuilles de clients plus petits mais qui dépensaient plus. D'accord. Et donc des discussions beaucoup plus stratégiques. Où là, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais je pouvais accompagner des groupes avec plusieurs filiales, avec un PDG groupe, des directeurs marketing par filiale. Et mon objectif, encore une fois solo, mais avec des spécialistes que j'amenais autour de moi, on accompagnait des interlocuteurs comme ça. J'étais encore très très jeune, c'est ça qui est assez fou. Tu avais quel âge à ce moment ? Là, c'était en 2018, c'était 2 ans après avoir commencé. Ok, tu as commencé à quel âge ? J'ai commencé en 2016, j'avais 24 ans. Tu avais 24 ans, ok. Donc tu restes à 26 ans, 27, tu te retrouves à être exposé en fait à des execs en fait finalement. Des execs, exactement. Des exécutifs, donc des postes, des directeurs. Exactement, des C-level comme on dit. C'est ça, ok. Et donc 2019, là je me dis,
En fait, toutes les carrières, vous allez voir, au début, on apprend beaucoup, c'est génial, on atteint un niveau d'excellence, et après, il y a un plateau qui arrive et qui est tout à fait normal. Et ce plateau, il faut un peu l'anticiper. Et donc, à ce moment-là, je sentais que j'arrivais à un plateau et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai commencé à regarder des opportunités. Et je voyais le cloud qui arrivait. Okay. J'entendais parler de l'IA depuis 2016 où j'avais rejoint Google, où Sundar Pichai, le big boss, disait « On est une AI first company, le futur c'est l'AI et Google Cloud va nous permettre d'y arriver ». Et donc en 2019, j'intègre l'équipe Google Cloud. J'étais le premier sales de l'équipe SMB, Small and Medium Business. C'est-à-dire toutes les startups et les PME qui font jusqu'à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour donner un ordre de grandeur. Donc la définition SMB de Google, c'est quand même un vaste territoire. Et là, je me suis complètement challengé parce que c'était un univers que je ne connaissais pas, qui me faisait peur parce que l'IA et la tech, moi j'avais des discussions plutôt business et marketing, donc je changeais radicalement. Et au final, ça a été la meilleure décision de ma vie. Et comment tu t'es orienté vers ça ? J'aimerais bien comprendre... Voilà, est-ce que c'est plutôt, on t'a poussé vers ça, ton manager, ou est-ce que voilà, tu as vu une offre, tu as postulé ? Comment ça s'est fait ? Ça a été un mix de choses. En fait, je sentais que dans le fond, ça m'attirait et que si je n'y allais pas, dans 20 ans, dans 30 ans, je l'aurais regretté. En me disant, mec, t'étais chez Google, au cœur de la machine de l'IA, et t'as pas été voir le cloud. No way. Donc je me suis dit, il y avait cette conversation qui traînait un peu dans ma tête, mais je voyais pas forcément les opportunités. Et c'est en échangeant, en networkant, avec un de mes potes qui était dans la même équipe que moi avant et qui lui avait transitionné vers le cloud, qui m'a dit, il était parti dans une équipe anglaise, il m'a dit on cherche quelqu'un pour la France. Il gérait l'Europe à 4-5 à l'époque, ils avaient besoin de quelqu'un pour ouvrir le marché français. Il m'a dit si ça t'intéresse, j'en parle à la manager, en mode il me réfère, il me coopte. Et c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai passé les processus d'entretien, je les ai eus et j'ai commencé quelques semaines plus tard. C'est important le networking en entreprise, notamment dans la tech. Essentiel. Comment on fait ? Comment on network ? Comment on construit son réseau du coup ? On network déjà avec ses collègues imminents, c'est-à-dire que souvent quand on arrive, on ne connaît pas grand-chose, donc il faut poser beaucoup de questions, être curieux. Et toi, comment t'as fait quand t'étais dans ma situation ? Mais il faut aussi aller au-delà du cercle proche de ses collègues imminents et ça, dans les boîtes de la tech, c'est très bien fait parce qu'on te propose souvent de faire des projets en parallèle à ton job. Ah, d'accord. Où là, t'es exposé à d'autres équipes. Et tu te souviens... C'est pas obligatoire, on te propose et tu peux accepter ou pas, c'est ça ? Exactement. T'as des projets qui sont très liés à ton core job où là, du coup, tu vas networker de manière assez évidente. Mais très souvent, comme t'as des ambitions de carrière, de se dire dans 2 ans, j'aimerais aller là ou dans 5 ans, j'aimerais aller là, on va identifier des projets qui font sens dans ton développement personnel. Et donc, on va t'inviter à collaborer avec d'autres équipes sur des projets 20%. C'est comme ça que ça s'appelle chez Google. Et ça, c'était le projet Audience Spécialiste que tu as fait, c'est ça ? Exactement. Ok, ça consistait en quoi, du coup ? Très concrètement, donc, sur la partie où j'accompagnais des annonceurs sur leur publicité, c'était mon job. En parallèle, on avait une initiative à l'échelle monde qui était de développer les ciblages publicitaires auprès d'audiences, remarketing, etc. Je rentre dans pas trop de sujets, mais en gros, c'est des fonctionnalités qui permettent d'améliorer les campagnes en ciblant des personnes intéressantes. Et ça, c'était mesuré, il y avait un impact business derrière. Et donc, mon objectif, c'était de former les équipes, former les agences et former les clients à l'adoption de ces fonctionnalités, notamment le remarketing. Remarketing, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un a déjà été exposé à la pub qu'on a vue de notre chaussure Nike parce qu'on va courir un marathon. Si tu l'as pas acheté, on va te la remontrer peut-être une semaine plus tard en disant « Hello, ton marathon c'est bientôt. T'as peut-être envie de t'acheter cette Nike de running. » quoi. Ils sont très 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 forts. Le remarketing, ce que tu appelles remarketing, c'est le retargeting, on est d'accord ? C'est du retargeting, exactement. C'est le fait de diffuser les annonces publicitaires à une audience de visiteurs. Qui a déjà été exposée une première fois. Ils sont déjà venus sur ton site ou ils ont déjà été exposés. Ça, c'est une fonctionnalité qui se mesure et qui a un impact business pour Google. Et ça, à l'échelle de millions d'annonceurs et de milliards d'investissements, ça représente une énorme opportunité. Et donc, c'était mon projet 20%. Ce qui m'a permis de collaborer avec mes pairs en Italie, en Espagne, au Portugal, qui faisaient la même chose que moi, mais dans les autres pays. D'accord. Et ça, c'était un des moyens, du coup, justement, de construire ton réseau. Exactement. Okay. Et un exemple, on a fait une formation parce qu'il y avait une nouveauté, une bêta qui sortait. L'innovation va très vite, donc il y a toujours plein de choses qui sortent et qui arrivent. Et je parlais à ma manager du fait de former l'équipe française à ça. Et elle m'a directement challengé en disant « Mais Hugo, pense x10, du coup. Pourquoi le faire qu'en français ?»
Ah, Tous les pays du monde en ont besoin. ok. Let's go. On la commence directement en anglais et on scale. On peut peut-être tester d'abord France, Mhm. Italie, Espagne Mhm. et on voit s'il y a un intérêt à faire plus gros pour IMIA par exemple. C'est fou cette manière justement de retranscrire le pense 10 fois plus dans tout le temps en fait. Tout le temps. Et du coup, ça fait que les résultats que vous avez sont forcément démultipliés parce qu'en fait, dès le départ, le mindset Exactement. était déjà orienté 10 fois plus quoi en fait. Imagine 180 000 personnes C'est- qui pensent comme ça. C'est énorme, c'est énorme. En fait, on se rend pas compte à quel point ce sont des grosses machines et comment les résultats ne sont pas qu'ils obtiennent par rapport à d'autres boîtes, si on compare en termes de croissance et tout, ne sont pas le résultat finalement de. Ça, c'est ça. pas du hasard en fait, Bah, tout c'est un- simplement. en fait, c'est un mix vraiment d'une très bonne technologie à la base, on va pas se mentir, et en effet de très bons talents qui sont recrutés. C'est pour ça que les processus de sélection ils sont aussi durs. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler là, être exposés à ça. Parce que au-delà d'avoir un job, un beau salaire et des beaux bureaux, c'est vraiment des compétences, un mindset, une manière de travailler, de penser, de réfléchir, d'agir, d'accomplir des résultats qui est c'est une formation. Enfin, c'est vraiment. Moi, j'avais l'impression d'être en Erasmus encore. Et est-ce que justement, en parlant de compétences, il y en a une que tu as sous-estimée qui pour toi était cruciale pour rejoindre dans la tech? Ça peut être une compétence technique ou non technique. Hein. Ouais, plein. Le leadership. On te Ok. parle toujours de leadership. Je savais pas ce que c'était que le leadership. Qu'est-ce que c'est? Et en C'est fait, quoi, plus le temps passe, plus tu comprends ce que c'est que le leadership. c'est quoi le leadership du coup? Le leadership, c'est ta capacité à mener des projets à bien et à inspirer des gens pour t'aider à y arriver. Ok. Et à attendre et à pas attendre qu'on te dise quoi faire. Si tu prends le lead sur un sujet, si on prend l'exemple de la formation dont je te parlais avant, ma manager m'a jamais dit comment faire. Elle me dit ah bah ouais cool, on peut faire ça au niveau IMIA, bah vas-y Tu fais-le. te débrouilles. Ok. Et c'est ça tout le temps, on te dit pas quoi faire, on te dit fais-le et je suis là, si t'as besoin d'aide, je suis là. Mais donc le leadership c'est ok, ben pour lancer une formation, j'ai besoin de quoi? Bah déjà j'ai besoin de people, j'ai besoin de personnes autour de moi qui vont m'aider à y arriver. Donc France, Italie, Espagne, Portugal, on avait un petit cluster, on s'est synchronisé entre nous. Il faut créer le matériel de la formation. Donc on va contacter les équipes produits qui ont développé l'innovation pour qu'on ait du contenu de formation à partager, à diffuser aux équipes. Une fois qu'on a ça, il faut trouver une salle, il faut trouver des speakers dont on faisait partie, mesurer les résultats de l'initiative et voir si c'était un succès. Si c'est un succès ou pas, on réitère. Et en fait, le leadership, c'est la capacité à déconstruire un problème, le mener à bien, t'entourer de personnes pour qu'elles y arrivent aussi, communiquer autour de tes succès parce qu'un succès personnel, il vaut rien. Il vaut s'il sert à quelqu'un d'autre. Et ça, ouais, j'avais vraiment sous-estimé. Comment on communique justement sur ses succès au sein d'une équipe pour aussi se faire voir et justement après décrocher des promotions, etc. Très très important, ça c'est l'objet de tout un atelier qu'on fait chez Tech Invaders, c'est I am remarkable. On est tous remarquables. Tu es remarquable. Je suis remarquable. On a tous un historique, un passé. On accomplit beaucoup de choses dans notre job et il faut qu'on en soit fier et qu'on en parle. Faut qu'on en parle, mais c'est difficile parce qu'on va penser qu'on est arrogant. On va se dire, mais pourquoi moi j'en parlerais ? Oui, qu'on veut prendre tous les honneurs pour soi-même, en fait. Exactement. Sauf que c'est pas forcément le cas parce qu'il y a des manières de le faire pour inclure les autres. Tu vois, je te parlais d'équipe depuis le début. Un succès, il est jamais individuel. Donc, si tu partages le succès en tant qu'équipe, déjà, c'est beaucoup mieux perçu. Si tu demandes de l'aide pour l'atteinte de ton objectif et que tu sollicites quelqu'un qui a contribué à ton succès, c'est une manière de te faire voir aussi. Si tu vas voir, du coup, on avait été voir tous les dirigeants par pays, le directeur France, Espagne, Italie, en disant on va lancer une initiative, on a l'idée folle, pense x10, d'offrir un voyage à New York au meilleur employé qui a atteint le meilleur score d'obtention de notre concours. Et en demandant de l'aide, on s'est fait voir auprès des country managers de chaque pays, en fait. Et donc, demander de l'aide, c'est une très bonne manière d'être visible. Ah, ok. Une autre manière, c'est... Bon, il y en a plein. Une autre manière, vas-y, tu peux donner la deuxième manière. Une autre manière, c'est de communiquer auprès de tes managers sur l'actualité de ton projet. Par exemple, moi, ma manager, au tout début, quand j'étais encore junior, elle me disait, écoute, Hugo, sur le projet audience, j'ai aucune idée de ce que tu fais. J'imagine que tu fais plein de choses, des formations, etc. Mais moi, j'ai besoin de savoir où on en est. On a besoin de savoir au niveau de la France. Et pas juste pour nous, parce que derrière, c'est des innovations produits qui vont découler au niveau monde. Faire remonter de l'information, c'est du feedback qui alimente l'innovation.
C'est pas que de l'arrogance, regardez-moi ce que je fais, comme c'est trop bien. C'est permettre aussi aux autres d'être informés pour que ça puisse Exactement. servir l'objectif. Tu partages des learnings, en fait. Plus tu partages des learnings, mieux c'est. Après, le dernier point, évidemment, c'est de partager des chiffres. Ok. Exemple, on a fait améliorer l'adoption des produits de 40% grâce à cette initiative. C'est pas de l'arrogance, c'est un fait. J'ai réussi à signer un projet, un deal à 500 000 € avec mon client qui vend des valises grâce à cette campagne Performance Max automatisée. C'est un fait, c'est pas de l'arrogance. Si tu dis je suis le meilleur du monde parce que j'ai réussi à les convaincre et que personne n'avait réussi, là c'est de l'arrogance. Fact is not bragging, comme ils disent. Désolé, encore de l'anglais. J'adore. Très, très, très clair. Et justement, ce projet audience sur lequel tu bosses, qui vient en plus de ton travail, est-ce qu'il te permet d'avoir une augmentation, par exemple, plus importante que tes pairs? Moi, j'aimerais savoir, parce que bosser plus pour pas avoir d'argent en plus, ça n'a aucun intérêt. C'est marrant, j'adore la question. Uh-huh. Pour te répondre totalement, honnêtement, non, pas du tout. Ok. En fait, c'est pas un autre poste, c'est, disons, un projet qui te permet de développer des compétences. Ok. Et l'idée, c'est jamais de travailler plus, c'est de mieux t'organiser. Ah. Chez Google, tu fais 9h, 18h. Si tu pars tard du travail, c'est que tu sais pas bien faire ton travail. Ah, c'est fou, j'aurais pensé que vous faisiez des gros horaires. Ah bah non. C'est incroyable. Le mindset, c'est très exigeant. Il y a beaucoup de choses qui ont lieu. Et donc, un hack de productivité, tu m'en demandais un tout à l'heure, c'est savoir dire non. Écoute, ton projet, il est très cool, mais en vrai, je peux pas parce que j'ai déjà trop de choses dans mon agenda. Si je le fais, je vais être débordé et il y a un risque de burn-out, etc. Donc, savoir dire non, maîtriser son agenda, c'est important. Mais par contre, et c'est pour ça que quand tu commences, tu fais jamais des projets trop annexes à ton job. Tu te concentres juste sur... Tu mets 6 mois déjà à comprendre ce que tu dois faire parce que t'es formé et ça met du temps. Une fois que tu sais être bon dans ton travail et que tu atteins un bon niveau de performance, là, tu peux commencer à prendre des projets annexes. Pas des gros projets, des petits projets. Et plus tu es à l'aise, plus tu arrives à prendre des gros projets sans dépasser tes horaires de travail. Ok. Et c'était quoi les niveaux de salaire, justement, d'entrée? J'ai pas posé la question. Et quelle est l'évolution, en fait, à laquelle on peut prétendre lorsqu'on rejoint des boîtes de la tech, notamment Google, sur des postes de sales? Alors, en effet, c'est des postes de sales. Donc, les postes de sales, il y a toujours un fixe que tu auras tous les mois, plus un variable qui dépend de l'atteinte de tes objectifs chiffrés. Ce variable, il est soit au mois, au trimestre, au semestre ou à l'année. Ça dépend du périmètre de ton travail. Et en plus, tu as des actions. Donc, je vais pas partager mon salaire. Dommage. Mais pour donner un ordre de grandeur, t'es assez rapidement, dès entry level, donc sortie d'études, tu te rapproches vite des 100K, des 100 000 euros. En salaire d'entrée? Ah oui, c'est incroyable. Ok. En comptant, bien évidemment, la partie action. La partie action, c'est quand même un gros chunk. Et si on n'atteint pas ces objectifs, on est viré ou alors est-ce qu'il y a un seuil de tolérance? Comment ça se passe? C'est ça qui est intéressant, c'est que en fonction de là où vous allez postuler, il y aura des variables, quasiment partout. Mais il y aura des variables plus atteignables que d'autres. Si tu es dans une grande boîte comme Google, Meta, Microsoft, tu as des variables qui sont exigeantes mais qui sont réalistes. Parce qu'on veut que les gens ils soient là et qu'ils performent. Parce qu'ils sont tellement formés, il y a tellement d'investissements faits en eux que leur objectif, c'est pas de les virer. Donc, c'est des targets challengeantes mais atteignables. Par contre, dans des boîtes plus petites, moins connues, où il faut attirer des talents, là, souvent, ils proposent des salaires très élevés. J'ai des amis avec 5 ans d'expérience qui avaient des propositions à 200, 250 000 euros en France. Mais c'était des boîtes pas connues, qui venaient de lever des fonds et donc qui essaient d'attirer du monde avec des très hauts salaires, un très gros variable, très difficile à atteindre. Du coup, là, tu n'es pas sûr de le faire. Donc, faire très attention quand on postule, justement. Exactement. Et poser la question même, est-ce que le variable, en fait, il est atteignable? Et comment on arrive à savoir à cerner ça? Peut-être en posant beaucoup de questions dans l'entretien, surtout dans les boîtes petites ou peu connues, en fait. D'accord. Chez Google ou Microsoft ou Amazon, c'est pas toi qui va challenger. C'est plus, on te fait... Et la négociation, surtout en entry level, elle est pas évidente parce que tu as 0 expérience. Okay. La négociation dans ces boîtes-là, elle se fait plus quand tu amènes un bagage d'expérience. Par contre, si tu vas dans des entreprises plus petites, là, c'est à toi de poser beaucoup de questions sur quelle est la target dans l'équipe, quel est l'objectif à atteindre. Okay. Dans l'équipe, qui atteint sa target? Quel est le pourcentage des personnes qui font leurs objectifs? Ce quarter, ok. Le quarter d'avant, ok. Le quarter d'avant, ok. En fait, tu fais l'entretien aussi en tant que recruteur.
Et surtout, quels sont les targets, quels sont les objectifs pour les prochains quarters ou trimestres, etc. Parce que faut savoir où on met les pieds, tout simplement. Quelles vont être les évolutions auxquelles on peut prétendre? Parce que quand on commence avec finalement une barre, on va dire, en tout cas une échelle de salaire, une range qui est assez grande, en fait, est-ce qu'après, la progression, elle va plutôt, tu vois, elle est modérée? Ou est-ce qu'en fait, on peut atteindre 200, 300 000 euros voilà, sur des salaires, sur des postes de sales, au fur et à mesure qu'on évolue? Alors, il n'y a pas de règle. En fait, tout dépend de toi. Okay. Tu es owner de ta carrière. Et donc, si tu veux aller viser des positions VP, vice-président, très très haut placé, là, tu vas avoir des salaires énormes. Mais il y a peu de place. Si tu veux continuer ta carrière en étant individual contributor, comme on dit, donc performer sales, où tu as toujours des clients et tu as des objectifs à atteindre individuels, tu peux assez vite évoluer parce que tous les ans, tu as des augmentations. En fonction de l'économie, Bien sûr. du contexte, ça varie. Ça évolue en fonction de tes performances. Et là, je ne parle pas que de Google, je parle de manière dans la générale. tech. Si tu es bon dans ton job, tu as des évolutions peut-être plus rapides. Et derrière, si tu atteins tes objectifs, en fait, c'est le seul moyen d'exploser tes targets. C'est-à-dire que quand je disais qu'il y a une portion de variable qui est un bonus, imaginons tu as un fixe et on peut mettre un fixe, disons, à 50 000 euros et que tu as un variable de 30% pour, disons, un salaire junior, pas chez Google encore une fois, je donne juste un exemple. Tu as un fixe à 50 000, tu as un variable de 30%. Ça veut dire que tu as 15 000 euros de variable. 30% de 50 000. Si tu fais ta target, tu auras les 15 000 euros de ton bonus. Si tu atteins ton objectif. Mais si tu fais x2 sur ton objectif, tu fais x2 sur ton bonus. Donc tu n'as pas 15 000 de bonus, tu as 30 000 de bonus. C'est déplafonné. C'est déplafonné et parfois il y a des accélérateurs. Ça dépend des contrats, des entreprises, de la seniorité. Il y a des fois où j'ai eu des accélérateurs à x2, x3. Tout ce qui était au-dessus de la target. Donc quand tu fais ton objectif, tu atteins ton bonus, mais tout ce que tu fais au-dessus, imaginons que tu fais 30% de ta target, les 30% que tu fais au-dessus, ils sont multipliés par 2 ou par 3. Okay. Et donc en fait, c'est comme ça que les sales se font des très très gros salaires. Shannon, je crois que tu as interviewé, et que j'ai interviewé aussi, partage un salaire en dernière année avant qu'elle démissionne d'une grande boîte de la tech. Elle était à 180 000 euros à Paris. C'est incroyable. Oui. Elle a moins de 30 ans. C'est vraiment fou. Donc, postuler dans la tech. Postuler dans la tech, évidemment. On vous aide à le faire. On vous apprend tout, comment bien vous vendre, parce que c'est important. Et justement, comme pour terminer sur la partie carrière, donc toi, tu quittes avec un poste finalement managériel, on est d'accord? Quelles sont les attentes chez Google vis-à-vis d'un manager? Alors du coup, pardon, j'ai pas terminé sur l'évolution. Parce que je manageais pas directement des équipes, je manageais des partenaires. D'accord. Donc j'étais responsable des ventes du segment SMB pour la France. Et donc le segment SMB, ce sont les petites et moyennes entreprises, donc les startups et les PME, qui n'ont pas trop les compétences en interne. Après, les startups, elles ont souvent les compétences en interne, mais très souvent, elles ont besoin d'un partenaire qui est expert et qui va les aider à déployer l'IA, à déployer de la data analytics, à déployer de l'infrastructure, de la puissance de calcul, etc. Et donc moi, j'étais responsable d'identifier tous les partenaires pertinents pour le segment. Et comme la majorité des ventes se font via des partenaires revendeurs, j'étais responsable de ça. Okay. Donc c'était pas un management direct d'équipe. D'accord. C'était un management de partenaires, on va dire. Et comme j'étais le sales historique de cette équipe, comme j'étais le tout premier, équipe qui a bien grandi, toute l'équipe SMB était basée à Dublin et moi j'étais le représentant en France de ce segment. Est-ce qu'il y a une différence entre l'approche qu'on va avoir de clients, parce que toi tu faisais pas les leads, tu les avais déjà en fait, c'était les clients déjà existants. Alors, pas en cloud. Pas en cloud ? Ouais. Ok. Peut-être que tu ne sauras pas répondre à ma question, donc n'hésite pas à me dire. Mais est-ce qu'il y a une différence dans la manière dont on approche justement des plus petits clients versus des très gros ? Oui, clairement. L'approche, en fait, le challenge que j'avais, c'était le cloud est en hyper croissance. Okay. On doit pénétrer le marché à l'échelle. Comme on parle de beaucoup de petits comptes, tu peux pas tout faire. Et tu peux pas parler à tout le monde. Bien sûr. Et donc, comment est-ce que tu arrives à délivrer des opérations à l'échelle d'un pays ? Et donc, ça passe par des leads qui arrivent
Donc c'est la création d'un pipeline et la planification du trimestre ou du semestre sur OK, qu'est-ce qu'on va pouvoir rentrer. Deuxièmement, moi je me concentrais sur les projets les plus gros, ceux qui nécessitaient mon intervention, sur lesquels je déployais des ressources techniques, des ingénieurs, des financements, des partenaires. Et c'était des projets qui allaient de 20, 50 à plusieurs millions d'euros, des fois sur plusieurs années. Et le dernier point, c'est sur tous les autres qui ne sont pas ceux sur lesquels moi j'ai un focus. Okay. Comment je délègue avec des partenaires, avec tout l'écosystème en fait. Et c'était ça le challenge de ce rôle qui était l'ouverture du marché pour Google Cloud sur le segment SMB. C'est comment est-ce qu'on arrive à délivrer le maximum sur un marché naissant face à des concurrents qui étaient très présents sur le marché. Et pourtant, donc, tu as une très belle carrière chez Google. Tout se passe hyper bien. Tu es quand même bien payé, tu as une belle évolution, mais tu décides de quitter. Pourquoi ? Alors, je décide de quitter alors que j'aurais pu faire toute ma vie dans cette boîte. Je m'y sentais très bien. Je ne fuyais pas une situation qui ne me convenait pas. C'était plus les ambitions que j'avais pour moi-même. En fait, très tôt, dès 2018, il y a eu un déclic. C'est que j'ai accueilli des étudiants de l'Université de Versailles au bureau de Dublin. C'est la première fois que j'accueillais des étudiants et ils avaient des étoiles plein les yeux en regardant les bureaux, les infrastructures, en parlant de mon métier. C'est le premier atelier carrière que j'ai fait en fait. Okay. Et là j'ai eu un vrai déclic où je me suis dit j'adore. Là je suis en plein flow dans ce qui se passe là et c'est ce que je veux faire de ma vie. Parce que je voyais les doutes qu'ils avaient, je voyais le manque de confiance qu'ils avaient et je me suis reconnu en eux parce que j'ai eu ces mêmes doutes et j'ai eu ces difficultés à trouver un job. Et pourtant moi j'ai réussi à aller dans cette entreprise-là. Et donc, à partir de ce moment-là, dans ma tête, ça a toujours été un peu une graine de un jour, je vais me lancer. Okay. Mais j'étais pas du tout pressé parce que j'avais beaucoup de choses à apprendre. Okay. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure des années, c'est venu, ça s'est concrétisé. J'ai commencé à partager du contenu sur les réseaux. Donc, tu as commencé pendant que tu étais encore chez Google ? À partager du contenu ? Oui. Oui. Ok. Parce que je sentais que j'avais envie de partager mes connaissances. Je recevais beaucoup de demandes sur LinkedIn, de comment j'avais fait, etc. Et donc partager du contenu, pour moi, c'était le moyen d'aider le plus grand nombre de personnes. Il y avait TikTok qui arrivait et je sentis que ça prenait. Et après, j'ai osé me lancer en me disant, en fait, si je passe pas un jour le cap de l'entrepreneuriat, déjà, je le regretterai toute ma vie. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui m'ont inspiré, qui l'ont fait, qui ont réussi. Encore une fois, les autres sont ceux qui m'ont le plus inspiré dans mon parcours. Et je me suis dit, ok. Let's go. Excellent. Et donc aujourd'hui, concrètement, donc vous accompagnez donc les juniors, plutôt les seniors. Quel type de profil finalement à rejoindre les plus grosses boîtes de la tech ? On accompagne toutes les personnes ambitieuses qui veulent intégrer les plus belles entreprises de la tech. Pas que les juniors. Il y a un tiers de diplômés, on va dire, ou de fin d'études qui cherchent stage et alternance. Un gros tiers de juniors entry-level qui ont entre 0 et 4 années d'expérience. Okay. Ça, c'est le plus gros chunk, on va dire. Et le dernier tiers, c'est des 5, 6, 8, 10, 15 ans d'expérience qui nous rejoignent. Au début, j'avais commencé à faire que les juniors, puis que les seniors. Et en fait, je me suis rendu compte que savoir se vendre, quel que soit ton âge, c'est un état d'esprit. C'est une compétence qui se muscle. Et donc, le programme aujourd'hui, il est destiné à tous. Et en fait, la beauté du programme Tech Invaders, c'est que c'est une communauté de talents qui s'entraident, qui se challenge, qui se donnent des feedbacks. Parce que sans ça, tu vas courir ton marathon sans t'entraîner, jamais tu vas le réussir. Alors que si tu vas courir ton marathon et que toutes les semaines, tu t'entraînes avec des gens ou pas forcément avec des gens, mais nous, on recommande de t'entraîner avec des gens, tu deviens invincible. Tu sais à quoi t'attendre et t'arrives et tu cartonnes tes process. Et justement, quelle est la meilleure approche pour intégrer les plus grosses boîtes de la tech ? L'approche que nous, on partage, qui est celle qui a fonctionné chez moi pour intégrer Google. Et au cours de mon évolution, j'ai passé 17 ou 18 entretiens chez Google. Énorme. Comment ça se fait ? Parce que quand tu évolues et que tu veux aller être responsable des ventes SMB Cloud France, tu passes des entretiens par rapport à plein de personnes qui veulent aussi ce job. D'accord. Donc, en fait, à chaque évolution, tu passes des entretiens souvent. Ça, c'est très bien ça. Parce qu'il y a beaucoup de boîtes où, en fait, pour évoluer, on a très peu d'entretiens à passer, voire parfois un seul peut-être avec le manager histoire de valider. Et donc, c'est même pas toujours parfois un entretien. Et donc, beaucoup de gens
ont eu des évolutions et n'ont pas été confrontés justement aux entretiens et donc se retrouvent après 10, 15 années d'expérience, 20, même 25, à avoir très peu de capacité à passer d'entretien et ne savent pas en fait passer d'entretien. Clairement. Ok. Là, pour moi, c'est une routine de passer des entretiens. Tu vois. Donc la méthode, elle se base sur ma propre expérience et l'expérience de Clara qui m'a accompagné à créer le projet, qui a travaillé chez Google et TikTok. Elle se base sur le succès de tous mes élèves qui ont réussi à intégrer Microsoft, Google, Amazon, Salesforce, HubSpot, LinkedIn, etc. Donc la méthode, c'est déjà savoir ce que tu veux faire de ta vie. Parce que travailler chez Google, c'est pas une fin en soi. Travailler chez Microsoft ou Amazon, c'est pas une fin en soi. C'est une étape dans le parcours de toute ta vie qui va être très longue. Pourquoi tu as envie d'y aller ? Qu'est-ce que tu as envie d'aller chercher ? Si tu arrives avec une motivation qui sort du plus profond de toi, tu vas être imbattable dans tes entretiens parce que tu iras avec le feu, quoi. Une fois que tu sais où tu veux aller, tu identifies quand même les jobs et les entreprises qui te permettent d'y arriver. Et souvent, les boîtes de la tech et les métiers sales, qui sont ceux qui recrutent le plus, t'offrent une palette de compétences qui te permettront de faire globalement à peu près tout ce que tu veux dans ta vie. Surtout si un jour tu veux monter ta boîte, ou si tu veux devenir VP, ou si tu veux aller vers du produit ou de la stratégie. C'est la méga porte d'entrée. Donc tu identifies les entreprises dans lesquelles tu veux aller et tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Tu ne postules pas que chez Microsoft. Non. Tu listes celles qui sont les plus pertinentes pour toi. L'erreur à ne surtout pas commettre, c'est de postuler. Ah, bon. Tu ne postules pas. Pourquoi on ne postule pas ? C'est le conseil que je donne à tous mes élèves. Quand tu rejoins le programme Tech Invaders, surtout vous arrêtez tout. Ne postulez pas. Parce que quand vous postulez n'importe comment, vous ratez vos chances. On se grille ou pas ? Ouais, un peu. Ok. Parce qu'en fait, t'as qu'une fois une bonne chance de faire une bonne impression. Après, c'est jamais... un échec, c'est jamais définitif. C'est ça, ok. Mais par contre, si tu viens dans mon programme, je te dis, attends, parce que là, dans une semaine, on va avoir le CV. Je vais t'apprendre comment avoir un CV irrésistible. Ne postule pas avec ton CV là. Okay. Ne postule surtout pas en ligne, parce que c'est là où des millions de personnes postulent. Non, toi, tu vas postuler avec une cooptation. Un referral qui est attendu. Ces boîtes-là s'attendent à ce que tu postules avec un referral. C'est-à-dire qu'ils s'attendent à ce que tu sois tellement motivé que tu auras pris contact avec des gens qui font le job que tu vises pour que ces personnes-là prennent ton CV et disent au recruteur « Je veux qu'il fasse partie de mon équipe ». Excellent. Ça fait toute la différence dans ta candidature. Et avec le bon CV, tu es peut-être invité en entretien. Et quand tu es invité en entretien, tu en as 3, 4, 5, 6, ça dépend les process. La méthode, c'est de se préparer aux entretiens à fond, en conditions réelles, être structuré, mettre des chiffres. En fait, c'est des entreprises qui sont tellement sollicitées que faut avoir envie d'y aller. Et il faut être motivé. Et si tu as la flemme de passer quelques entretiens, c'est OK, je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas se mettre dans ce processus-là. Tant mieux, ça fait le tri par rapport à ceux qui veulent vraiment y aller et ceux qui mettent les efforts. Et donc, la dernière méthode, c'est de s'entraîner avec des gens et de recevoir du feedback, de demander du feedback. Ok. Face à cette question, comment j'ai performé ? Qu'est-ce que j'ai bien fait et qu'est-ce que je dois améliorer ? Et plus tu demandes du feedback, plus tu t'améliores. C'est la base. Aujourd'hui, je veux rejoindre Google. Et donc, comme tu le dis, il faut pas hésiter à demander justement ce referral-là, aller chercher quelqu'un qui va finalement nous coopter. Comment je fais pour approcher cette personne ? Tu contactes les gens sur LinkedIn. Principalement, il y a 28 millions de Français sur LinkedIn. Ils seront sur LinkedIn. Par contre, ces personnes se font beaucoup solliciter. J'en faisais partie, je recevais beaucoup trop de messages, donc ils ne répondent pas à tout le monde. Ils répondent à des gens qui ont mis l'effort dans le message. Il y avait, je ne sais plus qui disait, mais « If you want 15 minutes of my time, show me you spend 15 minutes with me. » Show me you spend 15 minutes to earn it. Okay. En gros, si tu veux passer 15 minutes avec moi, montre-moi que tu as passé 15 minutes à essayer de l'avoir. Si tu envoies des messages généralistes à plein de monde, ça ne fonctionne pas. Si tu envoies des demandes trop importantes à quelqu'un qui va lui prendre trop de temps, il ne répondra pas. Okay. Si tu lui demandes directement « Hello, voilà mon CV, qu'est-ce que tu en penses ?» C'est trop engageant de demander une review de CV à quelqu'un. À quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne te doit rien. Exactement. Qui n'a pas de temps à perdre. Et s'il le fait, il le fait vraiment bien. Et donc, ça veut dire passer du temps. Bien sûr. Hello, mon CV, est-ce que tu peux le référer, s'il te plaît ? Non, bien en fait, sûr, je te connais pas. Il y en a peut-être certains qui le font, mais... Par contre, demander un échange téléphonique... Ok. Ça, c'est déjà différenciant. Ok, concrètement, qu'est-ce que j'envoie comme message, du coup, lorsque je vais me faire coopter ? Alors, je partage tout dans le bootcamp Tech Invaders, mais bien vrai, plus. Et bien plus, mais en fait, l'idée, c'est de ne pas orienter le message vers toi.
Ok. C'est d'orienter le message vers l'autre, le valoriser. Pourquoi il aurait envie de passer 15 minutes avec toi, en fait? Et après, tu verras que si tu fais les choses bien, à la fin, c'est lui qui te demandera ton CV. C'est pas toi qui lui demandera. Excellent. C'est ce qu'on appelle le reverse networking chez Tech Invaders. J'adore. Très, très, très bien. Et justement, donc, on a cette opportunité d'entretien. Et donc, on a cette opportunité d'entretien, on passe ces entretiens. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence entre un profil qui est recruté chez Google et quelqu'un qui ne l'est pas? Quelqu'un qui a une vraie motivation, qui est réfléchi, qui est structuré, qui démontre du leadership et de la résolution de problèmes, avec un esprit bienveillant et humble, c'est très important. Donc, ça veut dire quelqu'un qui a fait les efforts, qui a montré qu'il veut vraiment être dans l'entreprise, comme s'il se considérait presque déjà comme un collaborateur, en fait. Et vraiment, si je devais dire juste une chose, c'est la structure et les chiffres. Parce que si tu réponds de manière structurée et chiffrée, ça en dit long sur ta manière de réfléchir, de raisonner, de résoudre des problèmes et d'aborder n'importe quel problème auquel tu feras face plus tard. Il faut être bilingue ou pas? Parce oui, que tu parles beaucoup anglais, beaucoup d'anglicisme depuis le début. Est-ce que c'est un indicateur de l'écosystème? Même quand on bosse en France, hein, par exemple. En fait, l'anglais, beaucoup de gens me posent cette question. On est en 2025. Parle anglais. C'est vrai, parler anglais en fait. Si tu vises une boîte américaine, parle anglais. Enfin, c'est des Américains, tu vois. Tu vas être formé par des Américains, tu échangeras avec des équipes basées dans plein de pays différents, pas que des Américains, mais quand tu commences, par exemple, quand j'ai commencé chez Google, on était une centaine, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, de l'Allemagne, ça parle anglais, évidemment, là, c'est la langue principale. Après, si tu es sales, tu sers le marché francophone, donc avec tes clients, tu parleras français. Mais avoir une base d'anglais, c'est quand même important, ouais. Est-ce qu'il faut un gros parcours académique, type toi, tu as fait une très bonne école? Est-ce qu'ils sont aussi attachés à ça, le type d'école qu'on a fait, plutôt, tu vois, très orienté? Alors, le prestige de l'école importe peu. Non. Ok. Ce qui compte, c'est tes compétences. Est-ce que tu es capable de délivrer le job pour lequel tu vas être embauché? Et ça se voit directement sur la manière avec laquelle tu prépares ton CV et la manière avec laquelle tu performes en entretien, parce que c'est de la performance. Et ils sont attachés au fait qu'on vienne, par exemple, du secteur de la tech lorsqu'on postule chez Google après 4, 5, 7, 10 années d'expérience? Alors, c'est toujours très bien d'avoir déjà une expérience dans la tech, encore mieux si tu as une expérience en sales. Ça va dépendre des entreprises que tu vises. Là, je sais qu'on parle beaucoup de Google, mais moi, je préfère aussi élargir à d'autres entreprises. Ça dépend des boîtes. Il y a des boîtes très sales qui vont vouloir dès le début que tu sois efficace. Et là, il faut que tu aies déjà, si tu vises un poste d'account exécutive, il faut que tu aies déjà été SDR ou BDR, donc business developer avant par exemple, ou déjà un peu account exécutive. Tu as d'autres entreprises plus grandes qui, elles, n'ont pas peur d'investir dans toi pour te faire monter en compétence s'ils voient le potentiel de ton profil. Et il y a beaucoup de diversité. Et donc là, ils vont être un peu plus tolérants sur peut-être moins de background sales, mais des attributs sales dans ton parcours. Et c'est ça qui est important à valoriser. Si tu postules dans un job de sales et que tu montres rien de sales sur ton CV, tu vas pas être pris. Mais t'as des compétences sales dans tous les métiers du monde. Okay. Tu dois convaincre ton boss. Tu dois des fois avoir des discussions budgétaires. Tu dois simplifier des conversations pour les rendre compréhensibles et convaincre des gens. Ça, c'est du sales en fait. Tu dois apprendre souvent des choses. La capacité à apprendre des choses complexes fait partie du métier de sales. En fait, tout ça, c'est ce qui doit ressortir sur ton CV. Est-ce qu'il y a des métiers particulièrement porteurs aujourd'hui dans la tech en France, mais aussi au global en fait? Moi, je parle des métiers que je connais qui sont les métiers non techniques. Le métier de sales, c'est la plus grande porte ouverte pour intégrer le monde de la tech parce que tu as tous les ingénieurs et les profils très techniques qui créent les solutions. Mais si la solution n'est pas vendue, elle n'existe pas, l'entreprise n'existe pas. Donc il y a beaucoup de sales qui sont recrutés à tous les niveaux, de très très junior jusqu'à très très senior. C'est pour ça que mon bootcamp, on accompagne tout le monde. Si tu veux être sales dans la tech, tu viens et on t'aide vraiment à aller chercher tes plus grandes ambitions. En parallèle, il y a plein d'autres métiers, notamment autour de l'IA qui se développent. Je pense que simplement mettre le pied dans la tech, c'est une énorme porte ouverte pour ta carrière parce que le monde change, il est en train de se transformer. On était à Vivatech là, la semaine dernière. On voit à quel point la révolution qu'on est en train de vivre transforme la société en profondeur. Soit tu décides de prendre la vague de la tech. Bien sûr. Et surfer dessus et en saisir les opportunités, soit tu la résistes et tu vas te la prendre dans la tête en fait. Donc mettre le pied dedans, même si c'est dans un métier sales qui n'est pas forcément de prime abord très technique, va te donner un edge et un avantage. Et après tu peux décider d'aller vers plus de technique.
J'ai des profils très sales qui sont devenus des customer engineers pour être des spécialistes sur l'IA, sur la data, alors qu'ils avaient un background sales. J'en ai d'autres qui avaient un background plutôt ingé et qui étaient très techniques, mais ils se sont dit, mais moi, je veux accompagner des clients, je veux les aider à atteindre leurs objectifs, à mener des projets à bien. Et ils sont orientés vers des métiers plus sales. Il y en a qui sont partis vers le produit, parce qu'ils se sont dit, j'adore vendre ce produit, mais j'aimerais bien contribuer à son développement. Il y en a qui sont partis vers du marketing. Il y en a qui sont partis... Ok. Donc les tu voies crées sont... ta carrière vers ce qui te passionne, en fait. Excellent. Tu as eu un mentor? J'en ai eu plein. J'en ai eu pas assez, en vrai, parce que je pense qu'il y a toujours besoin de mentors. Plusieurs. Mes mentors, en fait, quand tu arrives, par exemple, tu as toujours un buddy qui est là et qui est ton premier mentor. Après, j'ai eu des coachs et là, par exemple, en tant qu'entrepreneur, j'ai envie de me faire coacher. Et donc là, je suis en train de chercher la bonne personne qui va m'aider dans cette nouvelle étape de ma vie. Donc, tu as toujours des coachs quand tu es en... Enfin, c'est facile, quand j'étais chez Google, il y avait des coachs un peu tout le temps qui étaient là, des sales coachs, des coachs en développement personnel, etc. J'ai pas eu de coach en dehors de Google et là, c'est ce que je cherche aujourd'hui pour ma page entrepreneuriale. Je trouve que c'est extrêmement important de se faire accompagner parce qu'en fait, on sait pas tout. Et c'est vrai qu'avoir un coach, quelqu'un qui t'aide à dépasser certaines difficultés et même à éviter certaines erreurs, c'est extrêmement important. Mais malheureusement, on commence à être court niveau timing. Le temps passe vite, c'était hyper intéressant. Et j'aimerais juste terminer par un petit Q&A rapide. Ça va être des questions très courtes et directes. Donc toujours portées autour du recrutement et le fait d'intégrer les plus grosses boîtes de la tech. Tu es plutôt CV type finance ou CV Canva? Finance, c'est le fond qui compte. Ok. Postuler avec ou sans lettre de motivation? Sans, mais avec un referral. Ok. Intégrer les big tech avec ou sans cooptation? Tu l'as dit. Avec cooptation, referral, évidemment. Ok. Le diplôme ou les activités extra-professionnelles? Les deux. Recruteur français ou recruteur étranger? Qui est plus exigeant? Les boîtes américaines, je pense, sont plus exigeantes. Ah, ok. La boîte qui paye le mieux les sales entre HubSpot, Salesforce et Google? No comment. Tu peux me dire Joker. Joker. Ok. Startup ou big tech, qui rémunère le mieux sur le long terme? Ça dépend des boîtes. Des boîtes, en effet. Ok. Quel job rapporte le plus sans savoir coder dans la tech? Les jobs sales, évidemment, avec les bonus que tu peux exploser. Ok. Être bilingue anglais, c'est indispensable pour bosser? Oui, non. Tu as répondu. La meilleure ville pour bosser dans la tech, Silicon Valley. Dublin. Et on dit Dublin avec un O quasiment. Ok. C'est totalement influencé, ça. Exactement. Pas dire. Ok. Démarrer sa carrière dans la tech en France ou à l'étranger? Viser l'étranger, Dublin, le siège de la Silicon Valley. Toutes les boîtes y sont. Ok. Personal branding, utile ou surcoté dans la tech? Essentiel. LinkedIn, indispensable ou perte de temps? Indispensable. Introverti ou extraverti, qui réussit le mieux dans la tech? Les deux. Ah, et tu peux juste détailler ce point? Ouais, on Tout avait le monde beaucoup de teams, d'événements d'équipe où on faisait des tests de personnalité, etc. Et on voyait que dans l'équipe, il y avait énormément de profils différents. Donc souvent, le sales est connoté un peu extraverti, mais il y a des très bons introvertis qui sont des très bons sales. Ah, tu capitalises sur tes forces et ta manière de vendre va être totalement différente, mais elle peut avoir un très bel impact également. c'est très intéressant de dire ça. Donc, ça veut dire les introvertis, allez-y, foncez, il y a de la place pour vous. Et donc, on va terminer sur cela. Quels sont tes projets futurs? Qu'est-ce que tu envisages? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur pour la suite, Hugo? Merci pour l'interview et pour la question. Moi, je veux rendre ce monde qui fait rêver et qui offre les meilleures conditions du marché accessible au plus grand monde. J'ai eu la chance de le vivre de l'intérieur et je dédie aujourd'hui mon énergie et mon quotidien pour ouvrir cette porte à tous ceux qui sont ambitieux et qui veulent le faire. J'ai commencé avec la France, le prototype. On a fait 10 promotions, 250 élèves. Et la next step, c'est l'anglais, 10x. Et donc, voilà. Et d'avoir évidemment une couche technologique associée à tout ça. Là, on a créé un outil pour les CV qui est hyper performant. Donc voilà, c'est d'innover continuellement. Très, très, très cool. En tout cas, on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Est-ce que tu as une reco, par exemple, une personne qui t'inspire à suivre, un livre, un film qui t'a particulièrement marqué et que tu aimerais recommander? Un livre très simple qui, moi, m'a remis à la lecture après beaucoup d'années où j'avais complètement stoppé. C'est... j'ai oublié le titre, mais c'est Comment être heureux, je crois, de Laurent Gounel. Ok.
ou la méthode pour être heureux, ou quelque chose comme ça. Ok. Qui m'a vraiment... On a beaucoup de temps, tu veux que je développe un peu? Non, on a plus beaucoup de temps, là on arrive à la fin. Allez le lire, il vous fait prendre conscience de beaucoup de choses et sur votre propre force intérieure, donc allez-y. Ok, c'est un très bon teasing justement, allez lire le livre. C'est une reco. Merci beaucoup pour ton temps, c'était vraiment hyper intéressant. Tu as partagé beaucoup de valeurs. Merci aussi d'avoir partagé avec autant de générosité ce que tu as dit, parce que c'est quand même un programme c'est du knowledge aujourd'hui qui est intégré dans ton programme. Donc merci beaucoup pour ça, c'est un plaisir. Pour ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important, ça nous donne la force, ça me permet d'inviter des invités justement exceptionnels comme Hugo. Et puis, je vous dis donc à très bientôt pour le prochain épisode.